De tout temps, la vie politique française a été une source d'inspiration pour la classe politique africaine. Au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle française, quelles sont les leçons à tirer sur le continent? Albert Bourgi, bonjour. Bonjour. La première des leçons à tirer, c'est sans aucun doute que les partis politiques traditionnels sont en perte de légitimité. Oui, je ne dirais pas en perte de légitimité, mais disons que les partis traditionnels, c'est la première fois, sont absents du deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est-à-dire que sont absents de la principale élection nationale en France, celle qui véritablement désigne le chef de l'État, détenteur de la plupart des pouvoirs, en tout cas ceux qui sont inscrits dans la Constitution. C'est une tendance qu'on a également pu observer en Afrique déjà, avec notamment l'année dernière l'élection de Patrice Talon, qui n'était issu d'aucune formation politique, il était plutôt issu du milieu des affaires, et puis en Côte d'Ivoire au mois de décembre avec l'élection de nombreux indépendants. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Patrice Talon, je dirais, est arrivé, non pas de nulle part, mais il est arrivé du secteur privé. On savait que c'était un homme d'affaires. Et il s'est surtout débrouillé pour ne jamais s'afficher comme étant militant, partisan ou sympathisant d'une formation politique. Alors qu'au Bénin, le jeu politique a toujours été très ouvert et les partis politiques ont toujours été, en tout cas, actifs chaque fois qu'une élection, et en particulier depuis l'élection du président de la République au suffrage universel, présents ces partis. Donc Patrice Talon, et il y avait même aussi, faut pas oublier, en face de lui, un autre qui n'appartenait pas à un parti politique en tant que tel, c'est Lionel Zinsou. Donc on a eu affaire à des hommes d'affaires, bien évidemment, dans le cas de Patrice Talon, à un banquier. Et c'est une tendance, une propension en tout cas à s'ouvrir disons, À la société civile. oui, à s'ouvrir à la société civile, mais pas la société civile, je dirais, vue globalement, mais à certains secteurs de la société civile, ceux qui ont véritablement les moyens, finalement, de faire de la politique. Car faire de la politique suppose, bien sûr, un bon financement qui n'est pas assuré, comme c'est le cas en France, bien sûr, en partie par l'État, mais c'est un financement qui doit être détenu ou dont doit être pourvu le candidat potentiel. Alors l'alternative face au discrédit que connaissent aujourd'hui les partis politiques, c'est dans celle-là l'arrivée sur la scène politique d'hommes qui ont les moyens et qui n'ont aucun passé politique. Oui, ou un passé politique très, très éphémère. Hein. Prenez le cas du Sénégal. Il y a un banquier qui était le fils, certes, d'un homme connu au Sénégal, un grand juriste, Kéba Mbaye, qui a été nommé Premier ministre par l'actuel président de la République et qui se veut aujourd'hui être un candidat potentiel, sans avoir véritablement d'ailleurs décrit la manière ou les étapes qu'il compte franchir pour arriver à cette candidature. Pour le moment, c'est le non-dit. Mais il y a, je crois aussi, le fait même que les sociétés civiles se soient étendues, se soient imposées en Afrique. Hein. J'ai presque envie de dire parfois, eu égard à l'impact que ça peut avoir sur la vie politique africaine, plus que par exemple en France. La société civile, elle est omniprésente. Abdoulaye Wade est parti, a été obligé de quitter le pouvoir sous la pression, n'oublions jamais, bien sûr, d'un certain nombre mouvements citoyens. Bien sûr, de mouvements citoyens. Y en a marre, bien M23. Bien sûr, M23 et tout, est l'une des plus grandes manifestations populaires, celle qui ont précédé l'organisation de l'élection et surtout l'éviction d'Abdoulaye Wade. Cette manifestation a été conduite par des jeunes, par des éléments de la société civile et c'est vrai que c'est un point sur lequel il faudra désormais, en tout cas, insister lorsqu'on évoque une élection présidentielle en Afrique. Alors, autre leçon également, c'est à quoi sert la primaire? Oui, oui. Alors que ce qu'on a observé sur le continent récemment, c'est que de plus en plus des gens réclamaient des primaires au sein des formations politiques pour désigner le candidat à l'élection présidentielle. Oui, oui, c'est vrai que parce que tout simplement les ambitions, elles existent et que dans les grandes formations sénégalaises, prenons le cas, ou les grandes formations africaines, formations politiques africaines, il y a certains dirigeants, mais il y a toujours, à côté de ce dirigeant, le principal dirigeant du parti, il y a toujours disons, ceux qui sont à ses côtés, mais qui aspirent également, bien sûr, à être candidats à une élection majeure, comme l'élection présidentielle, ou même lorsqu'il s'agit d'élections locales, hein, législatives ou communales. C'est vrai, mais moi je reste convaincu que, en tout cas pour le moment, je ne vois pas de sortie, comme ça a été le cas ici en France, où les partis politiques véritablement ont été totalement débordés au point d'ailleurs de ne même plus exister,
j'ai envie de dire, par le nombre bien sûr, d'adhérents, de sympathisants. C'est le cas du Parti socialiste. Mais on voit quand même qu'ils sont de plus en plus discrédités. Quand on prend le cas de l'Afrique du Sud aujourd'hui, l'ANC n'a plus le crédit qu'elle avait sous Mandela. Oui, je crois qu'on ne peut pas... Chaque pays a sa particularité. Il me semble que pour l'Afrique du Sud, c'est un cas très particulier. C'est vrai qu'on peut trouver des généralités s'agissant d'autres États africains, d'autres pays africains, mais dans le cas de l'Afrique du Sud, c'est un cas très à part. C'est-à-dire Jacob Zuma, c'est le patron du parti. Bien évidemment, c'est au parti de décider. Il arrive toujours, au nom de son histoire, au nom bien évidemment, de la lutte contre l'apartheid, etc., d'imposer un certain nombre de ses vues, et surtout à travers les nombreux réseaux qu'il a tissés. Parce que c'est pas parce qu'il refuse, Jacob Zuma, il a une adversité très grande, qui est menée d'ailleurs par des partis politiques, mais pour autant, cette adversité ne vient pas à bout d'un homme qui a incarné, qu'on le veuille ou non, à un moment ou à un autre, la sortie, en tout cas le début de, comment dirais-je, de cette Afrique du Sud hors apartheid. Verra-t-on toujours, selon vous, Albert Bougie, en Afrique, le chef du parti soit automatiquement le candidat à l'élection présidentielle? Oui, disons que jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on a remarqué. Chef du parti, c'est vrai que si vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, Ouattara était candidat. Si vous prenez le cas aussi de la Côte d'Ivoire, Gbagbo a été le candidat de l'autre grand parti politique, le FPI. Le cas du Cameroun, ou le RDPC, le candidat, c'est toujours Paul Biya. C'est Paul Biya, sauf que... vous savez très bien, vous savez mieux que moi, au Cameroun, il y en a qui se cherchent, et surtout qui cherchent à avoir, quelque part aussi, ou à être soutenus par un parti politique, s'il le faut, si nécessaire, bien évidemment, un parti politique qui puisse compter sur l'échiquier politique. Il y a des pays, malheureusement, où en dehors du parti au pouvoir, ou d'un ou deux partis d'opposition, les autres formations politiques sont plutôt présentes pour je ne dirais pas pour la galerie, mais sont présentes en tout cas pour démontrer que nous sommes dans le cadre d'un multipartisme. Mais il ne faut pas se leurrer. Il n'y a jamais un ou deux candidats susceptibles, issus d'un parti politique, susceptibles de s'opposer, surtout lorsqu'il s'agit du président qui est en exercice. L'éviction de la gauche française entraîne-t-elle forcément une relecture de la relation entre la gauche et l'internationale socialiste, à laquelle appartiennent de nombreux partis politiques en Afrique? Oui, c'est vrai, vous avez raison de le dire. Et j'ajouterais que l'adhésion des partis politiques africains, je pense notamment aux partis, bien sûr, politiques d'Afrique francophone, cette adhésion s'est faite avec le soutien à l'internationale socialiste. Au Niger, en Guinée, faite avec au Mali également. Oui, mais avec le soutien du Parti socialiste. Or, le Parti socialiste, aujourd'hui, quid de son avenir? Et atomisé. Oui, c'est vrai qu'il est atomisé. Il a été, je crois, aussi, pardonnez-moi l'expression, je me sens un peu concerné, il a été un petit peu torpillé par les adversités qu'il y avait à l'intérieur de ce parti. Et peut-être aussi que le président de la République n'a pas beaucoup aidé, lui qui a été l'homme qui a, sans aucun doute, permis au Parti socialiste d'être devant, n'a pas beaucoup fait, en tout cas, pour éviter la désintégration du Parti socialiste. Alors, on s'est aperçu que l'Afrique a été absente de cette campagne politique française, en dehors de quelques voyages qu'ont effectués les deux candidats au premier tour, au second tour, l'Algérie, la Tunisie pour Emmanuel Macron et le Tchad pour Marine Le Pen. La relation avec l'Afrique s'écrira-t-elle différemment? Je ne crois pas qu'elle puisse s'écrire différemment à l'issue de cette élection présidentielle. Mais le fait que Marine Le Pen soit allée au Tchad, elle est allée faire de l'électoralisme, aller voir plutôt les militaires français que d'aller voir les Tchadiens ou même les Franco-Tchadiens. Il y a quand même un nombre important de militaires. Ce sont toujours des voix gagnées. Et puis, ça lui donne une aura. Elle est allée de la même manière au Liban. Elle est allée au Liban parce que il y a beaucoup de Franco-Libanais. Il y a également une espèce de relation, j'ai envie de dire, ancienne, historique, entre le Liban et la France. Donc, c'est un petit peu, pardonnez-moi l'expression, de sa part, de l'opportunisme politique. Comme d'aller, Macron, aller voir
aller en Algérie, c'est très bien. En Tunisie. Aller bien sûr en Tunisie ou faire des déclarations tonitruantes. Moi, personnellement, la déclaration en question, je ne dirais pas, puisque je suis juriste, je suis prof de droit, crime contre l'humanité, c'est un vecteur plutôt juridique qu'autre chose. Mais enfin, disons que de rappeler ce qu'a été la guerre d'Algérie, et notamment, ma foi, sa violence, et en particulier le fait qu'elle ait laissé des traces, qu'elle laisse encore des traces dans cette relation privilégiée qui existe entre la France et l'Algérie. Que peut attendre l'Afrique de l'élection de l'un ou de l'autre candidat là, demain? Bah, écoutez, je ne pense pas que l'Afrique puisse attendre beaucoup de l'élection de Marine Le Pen. Franchement, je ne vois pas très bien. Si j'en juge par la manière qu'il faut, à la limite, on ne peut pas travailler si on n'est pas français. Il y a malheureusement encore beaucoup d'Africains ici qui n'ont pas nécessairement tous les papiers et qui y ont droit parfois et qui se heurtent tout simplement parfois à la machinerie bureaucratique pour ce qui concerne comment dirais-je, la régularisation, bien sûr, de leur situation. Je ne vois pas quelle relation elle peut avoir. Elle aura sans doute, si elle est élue. Mais il y a la continuité de l'État. Une relation d'État d'État-État, d'État-État, bien évidemment, il y a une continuité. C'est vrai qu'il y a une continuité de l'État français. Mais bon, je ne sais pas très bien si ça sera nécessairement sa priorité. Elle fera en sorte, sans doute, pour étendre éventuellement comment dirais-je, son espace politique et montrer qu'elle n'est pas aussi fermée qu'on l'affirme, aller voir ou même recevoir des dirigeants africains. Mais je crois que l'Afrique n'a absolument rien à gagner à la victoire de Marine Le Pen. Avec Macron, ça sera un peu la continuité d'une relation qui, quoi qu'on en dise, historique, une relation de continuité aussi, une relation qui est presque naturelle. On ne peut pas imaginer que l'Afrique n'ait pas de bons rapports avec la France, quel que soit le passé colonial. Des relations, sans aucun doute, d'autres types de relations, et surtout que cette France, celle qui sera dirigée par un président de la République qui s'appelle Macron, un peu moins si ce président de la République s'appelle Marine Le Pen, respectera en tout cas, j'ai envie de dire, la souveraineté de ces pays et surtout leur capacité, au fond, à pouvoir participer librement et donner face à face avec l'ancienne puissance coloniale, mais selon les vertus du droit international. Albert Bourgi, merci. Merci.